Et donc, je vais demander aux premiers participants de cette table ronde de bien vouloir nous rejoindre. Jean-Claude Beaujour, Michel Bernardaud et Françoise Coste. Nous avons le regret de ne pas avoir Guillaume Debré avec nous, mais il a été nommé hier soir directeur général de LCI. Et donc, il a un certain nombre de choses aujourd'hui à faire en rencontrant les salariés de LCI pour expliquer son mandat. Mais il nous rejoindra dans les activités de la Fondation très prochainement. Donc, nous recevons Jean-Claude Beaujour. Jean-Claude Beaujour est le président du Forum transatlantique, il est le vice-président de France-Amérique, il est avocat, il travaille aux États-Unis et en France, il connaît bien les deux cultures. Installez-vous, cher Jean-Claude. Madame Coste est le professeur d'études américaines à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Professeur, elle va présenter un peu les questions plus académiques et de réflexion sur la société américaine. Et puis, Michel Bernardaud, grand industriel de la région Nouvelle-Aquitaine, Limousin, personne n'est vraiment parfait, mon cher Michel, mais enfin bon, c'est pas mal. Et nous sommes toujours d'accord pour avancer ensemble sur la route Poitiers-Limoges. Donc, Monsieur le Préfet, vous avez bien entendu. Et donc, Michel Bernardaud, il a cette caractéristique d'être un entrepreneur régional, mais en même temps mondial, puisqu'il travaille beaucoup aux États-Unis. Et puis, il a épousé une Américaine. Donc, ça lui donne aussi dans sa vie une conscience de ce qu'est l'Amérique aujourd'hui très profonde. Donc, je vous propose qu'on entende d'abord Jean-Claude Beaujour, qui va nous donner un peu son vécu. Je crois qu'en plus, il rentre des États-Unis, donc il a vécu l'ambiance électrique un peu de ce début de campagne électorale. Il va pouvoir nous en parler. Alors, on fait des premières interventions relativement brèves, et puis on discutera après, tous les quatre, en fonction de ce qui a été dit. Jean-Claude Beaujour, vous avez la parole. Après, je laisserai la parole à Michel Bernardaud, et je laisserai la troisième partie, la conclusion, à Françoise Coste, la professeure. Il faut toujours laisser au professeur les places de droit. Jean-Claude, up to you. Merci, Monsieur le Premier ministre. Si vous me donnez le micro. Je vous donne le micro. Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs, dans le temps qui m'est imparti, je crois que 6 ou 7 minutes, il nous a été demandé à cette table ronde de répondre à la question: les États-Unis et démocratie, les États-Unis sont-ils toujours un modèle sociétal ? J'ai envie de vous répondre tout de go, oui. Les États-Unis demeurent l'un des pays avec l'Europe où l'attraction internationale est très forte. Et on considère que cette attraction est tellement forte qu'il suffit de regarder, là, pour le coup, 1 ou 2 chiffres sur le plan humain, au-delà de la dimension économique qui vient d'être démontrée par le directeur de la rédaction de l'Express. En 2022, ce sont près de 46 millions d'Américains qui étaient nés à l'étranger, ce qui constitue 13% de la population, dont une majorité de femmes et 70% dans la tranche 16-64 ans. Les immigrants occupent 45% des emplois domestiques et une étude américaine considère ces immigrants, sans eux, la population active américaine déclinerait de 173 millions en 2015 à 165 millions en 2035. J'ajoute que les États-Unis restent la destination numéro 1 des étudiants internationaux, avec plus d'1 million d'entre eux en 2022-2023. Et dans le même temps, on entend effectivement que les États-Unis sont une société extrêmement polarisée qui connaissent un certain nombre de problèmes différents. Alors, il y a aux États-Unis un narratif qui subsiste, c'est le narratif du rêve américain. J'ai 2 citations, vous verrez pourquoi j'en prends 2. L'Amérique est censée être ce pays où tous les êtres humains ont droit à la sécurité, à la santé, à la prospérité, liberté d'expression, etc. C'est Newt Gingrich, l'ancien président républicain de la Chambre des représentants, républicain. Et je rappellerai dans le deuxième temps que Barack Obama, alors sénateur, déclarait en mars 2018, dans la course à l'investiture, que le titre de son intervention était « Le peuple, nous le peuple, afin de former une union plus parfaite avec des objectifs clairs, poursuivre la longue marche de ceux qui ont précédé une marche vers une Amérique plus juste,
plus égale, plus libre, plus solidaire. Donc ce narratif américain existe, que ce soit à droite ou à gauche des États-Unis. On verra qu'il y a une nuance à apporter. Il y a aussi cet état de droit qui demeure. Les institutions, on le verra tout à l'heure, sont parfois malmenées, bousculées, mais elles demeurent. Et les événements du Capitole ont montré, malgré tout, que les institutions ont résisté. Ce sont ces mêmes institutions qui ont, comme état de fait, poursuivi l'actuel candidat Donald Trump, ancien président, mais ce sont ces institutions qui viennent devoir obliger le sénateur Robert Menendez, sénateur démocrate, à démissionner il y a environ une dizaine de jours. Donc on voit bien que ce narratif existe, il existe une puissance économique qui en dit long, et on a eu quelques chiffres, et dans le même temps, cette société se cherche parce qu'elle est en échec. Elle est probablement en échec parce qu'à côté de cette social-démocratie, du système social-démocrate, la démocratie que nous partageons avec les États-Unis a vécu, elle vit encore. Pour autant, la dimension sociale a cette conséquence qu'elle met en échec en quelque sorte le système. Cette dimension sociale où on constate une défiance à l'égard des institutions parce que précisément, le peuple américain, les électeurs américains disent « c'est très bien qu'on aille défendre le monde entier, c'est très bien qu'on se dise que nous avons des valeurs universalistes. Pour autant, ce qui nous intéresse, nous, peuple américain, c'est effectivement l'emploi, c'est effectivement le logement, c'est effectivement la santé. » On parlait du logement, de la crise du logement qui a été signalée tout à l'heure. Le 400%, ça ne dit peut-être pas suffisamment. Pour avoir un exemple, pour se loger dans 60 mètres carrés à San Francisco, il faut plus de 3 500 $ par mois. Ce qui veut dire qu'une famille qui a 10 000 $ de revenus vit très modestement sur la côte californienne, alors que dans le même temps, on sait qu'il y a les GAFA. Donc les inégalités sociales sont importantes, on l'a dit. Les inégalités économiques, si effectivement le pouvoir d'achat, entre guillemets, la rémunération a augmenté, il n'en demeure pas moins que les inégalités aux États-Unis sont particulièrement flagrantes, puisque selon l'économiste 16, 90% des familles les moins aisées ont vu leurs revenus stagner, alors que 1% des plus riches ont vu leurs revenus tripler dans un système où on assiste effectivement aux fusions, aux acquisitions, et qui font, et on le voyait bien tout à l'heure avec ce chiffre de Taylor Swift, où les fortunes sont colossales. Donc c'est vrai que ces inégalités, qu'elles soient inégalités toutes classes confondues, doublées des inégalités interraciales ou interethniques, comme on pourrait le dire, eh bien, elles font exploser cette société américaine qui, à la fois, sur le plan culturel, se dit nous ne pouvons pas gérer le monde entier comme nous l'avons fait, et nous devons nous préoccuper de nous-mêmes. Et la question, vous l'aviez posée, Monsieur le Premier ministre, hier soir, en disant « démocrate ou républicain, y aura-t-il une différence ?» Eh bien, je ne suis pas convaincu que même si la candidate démocrate arrivait aux responsabilités, nous aurions un changement de doctrine, parce que, souvenez-vous, c'est Obama qui s'était opposé à la guerre en Irak, qui, lorsqu'il a fait campagne, disait aux Américains « je vais faire rentrer les gamins à la maison », c'était en 2007-2008. Nous nous sommes dit avec Biden que Blinken aurait une politique fondamentalement différente. Elle est un peu plus enrôlée, mais elle reste fondamentalement une politique au service de la nouvelle doctrine américaine. C'est les États-Unis avant, c'est le peuple américain avant. Et là-dessus, force est de constater que ce soit les républicains ou les démocrates, la vision va demeurer la même. Donc on voit bien que oui, et je m'arrêterai là-dessus comme première intervention, oui, la société américaine est toujours assise sur ce narratif du rêve américain, mais ce narratif est bousculé par la réalité. C'est le principe en politique de la réalité. Et j'en terminerai sur cette première intervention en disant qu'il se pose en réalité aujourd'hui une question aux États-Unis. Est-ce que les politiques publiques qui ont été mises en cause, qui ont été mises en place, ne sont pas arrivées à bout de souffle, qui font que la société américaine se repose la question, faut-il revoir le néolibéralisme ? Vous nous avez dit que le débat était libre. Ce néolibéralisme, ne faut-il pas le revoir ? Parce qu'en réalité, il est à un peu
grandement à l'origine de toutes les frustrations et toutes les revanches dont on peut être le témoin. Et en réalité, la question qui est posée, et Jean-François Copé le rappelait hier, la question qui est posée pour les États-Unis vaut en réalité pour l'Europe et vaut pour une partie du monde. Les politiques publiques mises en place n'ont pas produit les résultats attendus par le peuple, et on a une levée de bouclier du peuple, on appelle ça le populisme, mais on a une levée de bouclier du peuple tout entier qui dit « nous, c'est très bien, mais l'élite, on la remet, elle ne nous représente pas, et nous la remettons en cause, nous remettons en cause le système ». Merci Jean-Claude Beaujour. C'est un point très important parce que, enfin, on voit bien que dans nos systèmes démocratiques, dans tout le monde, que ce soit à l'ouest ou à l'est, grosso modo, il y a une forme de déception aujourd'hui de la production politique de part et d'autre, et donc avec des conséquences sur l'évolution politique des opinions publiques. Alors, Michel Bernardaud, que penser aujourd'hui de cette société américaine, vue de l'entrepreneur, vue de quelqu'un qui connaît bien cette société? Au fond, est-ce que nous devons être inquiets de l'évolution des États-Unis? Est-ce qu'ils ne comptent pas trop dans notre propre avenir? Ou finalement, est-ce que la donne peut être une donne qui va évoluer de manière positive pour les États-Unis, mais aussi pour les relations avec l'Europe? Alors, mon cher Jean-Pierre, merci de me donner la parole. Et puis, je ne sais pas si je suis la personnalité la plus objective pour parler des États-Unis, puisque, comme tu l'as souligné, je me suis allié directement avec eux, puisque j'ai la chance d'avoir une épouse américaine, et nos 4 enfants également ont la double nationalité française et américaine. Et je dois dire que je ne serais pas là non plus aujourd'hui s'il n'y avait pas les États-Unis, parce que, comme tu l'as souligné, je représente la porcelaine de Limoges ici. Alors, nous sommes proches de Poitiers, comme tu l'as dit également. Et la porcelaine de Limoges ne serait pas ce qu'elle est devenue s'il n'y avait pas eu les États-Unis qui, au XIXe siècle, lui ont permis d'avoir un essor, l'essor qu'elle a connu et la renommée qu'elle a connue sur le plan mondial. Donc encore une fois, je suis pas la personnalité la plus subjective pour parler de ce pays. Alors c'est vrai que il y a les échéances qui se présentent là au mois de novembre et qui inquiètent tout le monde. Et on ne peut pas, si vous voulez, faire abstraction de tout ça. Je voudrais rappeler un point qui est aussi quand même récurrent, c'est que je n'ai pas souvenir, lors d'une élection américaine, qu'il y ait eu un très fort consensus en France pour le candidat républicain, quel qu'il soit. Alors, c'est vrai qu'actuellement, on parle beaucoup de Donald Trump. On l'a vu pendant ses 4 ans de présidence. C'est vrai que ce n'est pas forcément quelqu'un qu'on aimerait avoir comme membre de sa famille. Mais encore une fois, je me rappelle encore une fois qu'à chaque élection américaine, le candidat républicain, quel qu'il soit, est présenté comme l'antéchrist. Je me rappelle de Ronald Reagan, je me rappelle de Richard Nixon et même de George Herbert Bush, le père, qui était pourtant un modéré. Donc, quoi attendre de tout ça? Je ne suis pas persuadé, et nous avions eu cette discussion hier soir, que l'élection éventuelle de l'un ou de l'autre ait une influence préétablie. En l'occurrence, si Donald Trump est élu, Donald Trump sera peut-être l'occasion pour nous, Européens, et pour nous, Français, de prendre nos responsabilités et d'assumer un certain nombre de décisions que nous devrions prendre, en particulier sur la hausse des budgets de la défense, sur la prise en charge de notre destin. Et je ne suis pas du tout sûr que Kamala Harris, si c'était elle qui était élue, nous aiderait à avoir cette prise de conscience. Je voudrais aussi rajouter quelque chose, c'est que moi je suis toujours bluffé par le dynamisme et la robustesse du modèle américain. Les Américains sont des gens qui sont par essence des gens qui sont des immigrants dans ce pays, qui sont allés pour faire fortune,
pour y construire leur destin. Actuellement, il y a toujours ce problème aussi, un problème récurrent d'immigration, mais les immigrés qui vont aux États-Unis, les émigrants qui vont aux États-Unis, ils vont pour travailler. Et donc c'est un pays qui est robuste, c'est un pays qui a des ressources que probablement nous avons un petit peu oubliées en France, et qui est tourné vers le travail, vers l'accomplissement. Et c'est vrai que les Américains ont des problèmes, ont une problématique beaucoup plus à court terme que nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les filets sociaux qu'on peut avoir. Donc tous les jours, on travaille pour se construire, pour construire l'avenir de ses enfants, pour faire face au problème du logement qui, effectivement, est quelque chose qui est réel, pour faire face à des problèmes que nous ne connaissons pas, qui sont, par exemple, le financement de l'éducation de ses parents, et ça concerne de ses enfants, et ça concerne tout le monde. Et les Américains, en ce sens, si vous voulez, pour moi, sont toujours un motif d'admiration et de modèle à suivre. Donc pas d'enseignement définitif à tirer sur les échéances politiques. Il n'y a pas quelque chose de prédestiné dans l'un ou dans l'autre, mais je crois que c'est très important que nous, Français et nous, Européens, soyons mis en face de nos responsabilités. Merci beaucoup. Ce qui est très intéressant dans ce que dit Michel Bernardo, d'une part, je crois que c'est la robustesse du système. Et donc, on l'a vu dans le passé, quand il y a eu des grandes crises, la capacité de rebond. Combien de fois on a dit que les États-Unis étaient dans une position très négative, et puis au total, par l'énergie qu'ils déploient, par l'intelligence qu'ils mobilisent, on les a vus surmonter un certain nombre de crises. Donc ça, c'est une première réflexion, je crois qu'il faut bien avoir en tête, c'est la robustesse des choses, et qu'il ne faut jamais sous-estimer les partenaires ou les adversaires. Et puis, de deuxième position, par rapport au match Kamala Harris et donc Donald Trump, c'est au fond la réflexion, qu'est-ce qu'on pourrait penser pour les États-Unis et qu'est-ce qu'on peut penser pour nous? Ces deux réflexions qui sont différentes. Les États-Unis, ils ont un certain nombre d'objectifs et on peut avoir une vision de réponse qui peut être celle de Kamala ou soit celle de Donald. Mais au total, on voit bien que si nous raisonnons en français, en européen, nous avons, nous, la question fondamentale des défis qui nous sont posés. Et notamment, quand Donald Trump dit qu'il se retire de l'affaire d'Ukraine, ça veut dire qu'est-ce qui assume cette dialectique avec les États-Unis et avec la Russie. Et donc, on voit bien que tout ceci, comme le dit Michel, nous pose des questions de responsabilité. Au fond, les États-Unis, aujourd'hui, sont notre partenaire numéro 1 dans l'affrontement que nous avons avec la Russie. S'ils se retirent, qui affrontera la Russie? Qui devra prendre cette place-là? Et cette place-là, si nous devons la prendre de l'Europe, nous voyons bien que nous ne sommes pas équipés à ce jour pour la prendre. Donc il y a vraiment des réflexions qui sont très importantes selon la position que l'on prend. Est-ce qu'on réfléchit sur la question américaine proprement parler ou sur la question de l'impact américain sur la construction européenne? Pour tout ça, on va demander à un professeur de l'Université de Toulouse, Madame Françoise Coste, qui enseigne les études américaines donc, à Toulouse, de nous donner son avis sur ce sujet. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci à la Fondation pour cette invitation. Alors, vous allez voir, conclure et abonder dans le sens de mes voisins, puisque moi aussi, à la question « est-ce que les États-Unis sont encore un modèle ?», ma première réponse est oui. Oui, sans aucun doute. Déjà par leur soft power. Eric en a parlé tout à l'heure. Taylor Swift, c'est une bonne illustration, et je sais qu'on en reparlera aussi mais plus tard dans la journée, mais dans l'affrontement déjà présent ou à venir avec la Chine, clairement, sur l'action du soft power, les États-Unis savent le manier, la Chine pas encore. Il n'y a pas de Taylor Swift chinoise, voilà. Et pour illustrer ce modèle américain, moi aussi, comme mes voisins, je voudrais d'abord commencer par l'immigration, un exemple parmi d'autres, puisque en fait, les États-Unis restent le premier pays magnet qui attire les immigrés dans le monde. Autrement dit, les gens votent avec les pieds. Qui émigrent ou émigrent à la Corée du Nord, voilà. Bon, donc les États-Unis attirent, mais l'immigration est aussi cause de crise dans le système, et je voudrais prendre la crise américaine par ce biais-là. Il y en aurait d'autres, mais bon, pourquoi pas celui-là. Donc, parce que bien entendu, on voit aujourd'hui, et le Trumpisme, c'est beaucoup ça, une réaction à l'immigration.
Je crois qu'on ne se rend pas compte, on a vu déjà quelques statistiques, mais de l'ampleur du mouvement migratoire aux États-Unis, puisque vous avez donné quelques chiffres, mais si on regarde juste, et Eric aussi, les bébés qui naissent, là, les 3,6 millions de bébés qui sont nés en 2023, dans les Américains de 0 à 18 ans, on est déjà, les blancs sont minoritaires. Voilà. Donc les bébés blancs sont minoritaires, ce qui veut dire que dans 18 ans, les électeurs, la population majeure ne sera plus majoritairement blanche. Les démographes pensent, tout à l'heure Eric a parlé de 2100, mais beaucoup plus tôt, dès 2050, en fait, les blancs ne seront plus la majorité de la population aux États-Unis. Ils seront toujours le groupe le plus grand, mais pas le groupe majoritaire. Alors, c'est-à-dire qu'en 1950, les Blancs, c'est à peu près 80-82% de la population. En 2050, ce sera 48-49%. Donc, quand même le groupe le plus grand, mais en un siècle, une transition démographique époustouflante. Quel autre pays dans l'histoire de l'humanité a, sur le plan démographique, et donc, par conséquent culturel, connu une transition si massive et si rapide ? Je n'ai pas d'autres exemples. C'est d'autant plus important pour nous quand c'est le premier pays du monde, la première puissance du monde qui change si vite. Et ce changement, donc on ne peut pas le nier. Il est visible. Et c'est parce que pendant longtemps, sans doute trop longtemps, la classe politique n'a pas voulu en parler, par peur de se faire traiter de raciste, que Trump a émergé. Trump, en 2016, sa promesse, c'est « Build a Wall ». C'est absurde, c'est infaisable. Mais le fait que ça ait trouvé un écho dans l'opinion prouve quelque chose. Et ça va être un des enjeux de cette campagne-ci, c'est que les démocrates sont un peu piégés sur la question de l'immigration. Quand Kamala Harris est devenue vice-présidente de Joe Biden il y a 4 ans, on lui a donné comme principal portefeuille la gestion de la frontière avec le Mexique. Question, alors c'est un peu un cadeau empoisonné, parce que c'est ingérable, avec les échanges économiques, l'immigration légale, l'immigration illégale, la violence, les cartels. Enfin, c'est un des endroits les plus compliqués du monde. Donc on peut dire qu'elle a échoué. C'est pas sa faute nécessairement, tout le monde l'aurait échoué avec ce portefeuille. Mais n'empêche qu'on peut s'attendre à ce que Trump martèle, et c'est de bonne guerre, cet échec démocrate. D'autant plus que, et ça aussi il faut être loin des caricatures, l'électorat hispanique, qui est très important aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui, le groupe hispanique, la communauté hispanique, a passé la communauté noire comme première minorité aux États-Unis. Le cliché que les minorités votent pour les démocrates, il n'est pas nécessairement correct, loin de là. En particulier, on a vu en 2016 et 2020 des résultats pas trop mauvais de Trump dans l'électorat hispanique. C'est-à-dire que malgré son image, chez nous, on le voit comme un gros raciste qui veut construire le mur à la frontière avec le Mexique, mais les hispaniques qui sont déjà aux États-Unis sont sensibles à ce discours. Il y a en fait 3 grands facteurs qui expliquent le basculement lent mais réel de l'électorat hispanique d'une partie de l'électorat hispanique vers les républicains. Il y a d'abord un processus d'embourgeoisement. L'immigration, ça marche. Ces gens viennent pour travailler, ils viennent pour réussir. Guess what? Ils travaillent, ils réussissent. Et donc, l'image qu'on utilise souvent, c'est ceux qui ont réussi à monter en haut de l'échelle, enlèvent l'échelle derrière eux, pour, quelque part, limiter la concurrence avec les nouveaux arrivants. Ils sont aussi sensibles, ces hispaniques, parce qu'ils sont culturellement catholiques et plutôt conservateurs. Par exemple, sur la question de l'avortement, qui est centrale, on le sait, dans la rhétorique conservatrice républicaine, ces questions culturelles les poussent à quitter les démocrates pour aller vers les républicains. Et aussi, en particulier dans le Sud, je pense au Texas, par exemple, on ne se rend pas compte à quel point beaucoup d'immigrés ou de descendants d'immigrés travaillent, par exemple, dans l'industrie du pétrole. Et pour eux, la transition énergétique, le Green New Deal, tout ça, qui sont des politiques poussées par les démocrates, objectivement, économiquement, ça leur ferait perdre leur boulot. Donc le conservatisme environnemental du Parti républicain peut aussi les inspirer. Je conclus. De tout ça, quelles leçons politiques peut-on tirer ? C'est la leçon du trumpisme, c'est-à-dire que si un sujet aussi important que l'immigration est traité avec des pincettes ou est laissé en friche par les partis institutionnels, ça va créer un vide politique, et ce vide politique sera tôt ou tard occupé par
quelqu'un comme Trump, c'est-à-dire quelque part un populiste. Il est plein d'autres choses, mais il est populiste. Ce qu'il montre, et je pense que c'est là, je voudrais finir sur ça, sur des parallèles qui, je pense, sont évidents avec notre situation en France, qu'une fois que Trump qui a été le loup qui est rentré dans la bergerie, on voit que le clivage droite-gauche est peu à peu remplacé, en fait. Par quoi? C'est pas très clair, mais on parle de polarisation. Moi, je pense qu'on peut aller jusqu'à l'hystérisation du débat politique. Alors, dans l'absolu, en théorie, la polarisation, c'est très bien. On peut dire qu'une démocratie en a besoin. La polarisation, avoir des gens qui ne sont pas d'accord, c'est tant mieux, parce que ça permet le débat. Ça permet, dans une vision, on parle aux États-Unis du marché des idées, les idées, elles s'affrontent, et puis les électeurs choisissent celle qui a l'air d'être la meilleure, et ça permet l'alternance. Chacun réfléchit, propose des solutions, et a sa chance de les appliquer. Donc ça, c'est très bien. Mais dans la réalité des faits, avec le Trumpisme, on a basculé vers autre chose parce que la polarisation et l'hystérisation ont atteint de tels sommets que on arrive à un rejet par une partie de la classe politique et une partie des électeurs des règles de base de la démocratie libérale. Et je crois que le mot-clé dont on va falloir parler aujourd'hui, c'est le modèle libéral économique. Vous avez parlé des problèmes sociaux que cela peut poser, mais libéral politique aussi. Et c'est pour ça que pour moi, la quintessence du Trumpisme, et j'en finirai là, c'est, vous en avez évoqué, l'insurrection du 6 janvier 2021, qui montre que si Trump gagne, on aura des problèmes peut-être, mais s'il perd aussi, acceptera-t-il sa défaite? Et je finis avec une question pour le futur. Comment on guérit de ça? Trump, il n'est pas éternel, mais on peut dire qu'avec Trump, le dentifrice est sorti du tube. Comment on guérit de cette hystérisation? Comment, après le 6 janvier 21, après le Trumpisme, comment on revient en arrière de ça? C'est-à-dire, comment on réapaise, et ça c'est la responsabilité des médias, des partis politiques, de la classe politique, des intellectuels sans doute, mais comment peut-on réapaiser une démocratie qui s'est hystérisée? Je n'ai pas la réponse, mais un des enjeux de l'élection de novembre, c'est que peut-être les États-Unis nous donneront un début d'élément de réponse. Merci. Bon, je vois quand même qu'il y a des paradoxes dans tout ce qu'on vient d'être dit là. Parce que d'un côté, vous répondez tous les trois, oui, c'est un modèle sociétal, mais en même temps, vous décrivez la question des inégalités comme étant très préoccupante et souvent grandissante, la question du populisme, où on voit bien que se développe aujourd'hui une forme de modèle politique qui est cette forme de radicalisation, et qu'on voit que ça se développe un peu partout dans le monde, et aussi que tout ça donne une certaine forme de légitimité au message Trump, et que naturellement, nous, ça peut nous inquiéter quand on dit que la meilleure façon de lutter contre le Covid, c'est de boire de l'eau de Javel. Donc ça c'est quand même assez préoccupant de voir un chef d'État dire des choses comme ça. Mais quand même, au total, on ne peut pas dire que cette évolution-là nous permet de dire que c'était un modèle. Alors je vois bien le côté paradoxal du sujet. D'un côté, le modèle est résilient, le modèle sait se relever, il y a une énergie au travail formidable. De l'autre côté, il y a des inégalités et d'autres, une radicalisation qui est une forme d'extrémisme que nous connaissons par ailleurs, qui est assez préoccupante. Donc première question, là, c'est au fond, il faut peut-être arbitrer dans cette dialectique. Deuxième question, c'est la réflexion, si nous nous plaçons comme Européens. Michel l'a évoqué, comme Européens aujourd'hui, on voit bien que dans les sujets de défense, en général, les spécialistes disent que l'effort militaire des États-Unis est très important. La Chine ne représente qu'un tiers du budget américain, mais néanmoins, le budget américain baisse en pourcentage par rapport à ce qu'il était. Et donc, aujourd'hui, les États-Unis seraient en mesure de conduire qu'un seul conflit, et donc pas deux conflits. C'est-à-dire s'il y a un conflit avec Taïwan, s'il y a un conflit avec l'Ukraine, qu'est-ce que vont faire les États-Unis? Et si les États-Unis laissent un peu tomber l'Europe, qu'est-ce que ça impose pour nous? Trump est assez clair sur ce sujet. Et on peut se poser la question, on voit bien que cette affaire de l'Ukraine est quelque chose de très dangereux pour l'Europe, en dehors du peuple ukrainien qui est la première victime de cette tragédie. Mais l'Europe peut être aussi victime par les divisions que ça peut créer, et notamment la division entre ceux qui disent c'est les Américains qui nous protègent et ceux qui disent il nous faut une défense européenne. Et on voit bien qu'aujourd'hui,
d'une certaine manière, ceux qui pensent qu'il nous faut une défense européenne, ils ont presque intérêt, je pousse le paradoxe, mais ils ont presque intérêt à soutenir Trump. Parce que Trump nous met devant nos responsabilités. Et que Trump, si je suis vraiment européen pour une défense européenne, c'est Trump qui va créer les conditions du sursaut européen qu'on n'arrive pas à obtenir autrement. Donc on voit bien que la question là est très importante, parce que si on se place du point de vue des intérêts américains ou si on se place des intérêts européens, on peut avoir une approche un peu différente. Donc j'aimerais votre réaction sur ce sujet-là. Et puis je pense que ce qui est aussi important dans ce que vous disiez tout à l'heure, dans les solutions pour essayer de retrouver un système politique, puisqu'au fond, pour être très clair, on connaît le cas en France aujourd'hui. Bon, on avait une droite, une gauche qui étaient des pratiques républicaines, qui proposaient une alternance, et cette alternance, finalement, au total, elle était relativement paisible, avec un certain nombre de défauts. Mais maintenant, nous sommes dans un bloc central d'un côté et des extrêmes de l'autre, et on voit bien qu'on n'a plus ce système d'alternance. Et on voit bien qu'il est très difficile de sortir de ce système, si ce n'est qu'on a besoin d'une droite pour lutter contre l'extrême droite et on a besoin d'une gauche pour lutter contre l'extrême gauche. Et donc, auquel cas, il faut restructurer le débat politique. On voit bien qu'aujourd'hui, mais on n'est pas les seuls. Les États-Unis nous montrent ce chemin-là, mais on le voit, ce chemin très important en Allemagne, on le voit important en Espagne, on le voit partout aujourd'hui où il y a une tendance à la radicalisation et à l'écrasement des forces centrales pour laisser la périphérie au débat politique. Donc, je voudrais qu'on essaie de voir un peu ces questions-là. Est-ce que les États-Unis, comme vous le disiez, Madame le professeur, si les États-Unis peuvent à un moment ou à un autre nous apporter aussi une solution de ce côté-là, est-ce qu'il y a un espoir qu'il y ait un renouveau du Parti républicain ou un renouveau du Parti démocrate, à tel point qu'ils peuvent reconstruire ce qu'on appelle en France des partis de gouvernement? Voilà, trois sujets. Jean-Claude, vos réactions sur ces différents sujets et sur ce paradoxe, parce que les inégalités, vous avez été un avocat des inégalités quand même tout à l'heure. J'ai signalé en effet les inégalités comme facteur de division de la société américaine. Juste pour rappeler la notion de modèle, c'est modèle par rapport à ce qui existe tout autour de la planète et que nous avons le moins mauvais système. En tout état de cause, c'est le moins mauvais système et c'est en ce sens qu'il reste encore modèle. Ça, c'est la première réponse à la question. Alors, sur la question européenne, je pense que vous avez raison de la poser. Elle est à poser parce que nous ne nous la posons pas suffisamment. Qu'est-ce que nous voulons par rapport aux États-Unis? Qu'est-ce que nous pouvons offrir aux États-Unis? C'est le vrai sujet que nous avons. Jusqu'à présent, nous nous interrogeons souvent sur le point de savoir ce que les États-Unis voudraient faire avec nous, voudraient faire de nous quasiment. Là où il nous faudrait reformuler le sujet en se disant « voici ce que nous souhaitons et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout ». Alors lorsque vous dites que Donald Trump, c'est celui qui peut faire bouger, vous avez raison au sens où Donald Trump reste un homme d'affaires. Ça n'est pas un homme politique traditionnel, c'est un homme de coups, c'est un homme qui parle en termes d'intérêt, qui parle en termes de ce que j'ai à gagner, ce que je risque et ce qu'on peut me donner. Là, c'est un dealer, oui, c'est un ancien magnat. On parle souvent d'élite, il critique beaucoup l'élite, mais il oublie de dire que c'est un magnat de l'immobilier new-yorkais qui a été redoutable. Donc là-dessus, il faut qu'on se dise que tant que nous ne serons pas capables, ou en tout état de cause, que ce qu'il nous faut faire, c'est bien élaborer la politique que nous voulons pour nous, plutôt que d'être contraints aujourd'hui de dire à Washington, gérer un peu l'Ukraine. La question nous est posée tous ensemble, y compris avec nos amis allemands et les autres pays européens, tous ceux qui font partie de l'Union européenne. C'est la deuxième question à votre réponse. Enfin, est-ce que les États-Unis peuvent nous apporter un début de solution ? Je crains que les États-Unis ne pourront pas nous apporter toutes les solutions. Une chose est certaine, c'est qu'il faut qu'on se dise que nos modèles qui ne sont pas les meilleurs et qui ont beaucoup de défauts sont sans aucun doute les moins mauvais. Et la question qu'il faut replacer au centre de nos politiques, c'est l'intérêt général et le bien du plus grand nombre si possible. Parce qu'aujourd'hui, le système a essentiellement laissé émerger, je ne dirais pas une élite, le mot est mal placé, mais une petite partie de nos populations qui
plus ou moins s'en sort. On parlait de ceux qui peuvent faire des études. Aux États-Unis, une année d'études dans une université prestigieuse, c'est 50 000 $. Donc, ça ne laisse émerger qu'une toute petite minorité. Et là où il faut, et c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai aussi chez nous, il nous faut parvenir à mettre en place des politiques publiques qui mettent le citoyen, l'individu, au centre de nos préoccupations. Et ça n'est pas spécifique aux Républicains. Ça a existé, reprenez les politiques de Bill Clinton, ça a existé sous Bill Clinton, Bush fils a continué, et Obama n'a pas pu faire bouger énormément les choses. Donc oui, de ce point de vue, la piste de solution, c'est quid de nos politiques publiques au service de nos citoyens à 20 ou à 30 ans. Là, on en reparlera peut-être avec Jean-François Copé tout à l'heure, parce que c'est une des idées sur lesquelles il travaille, qui est la professionnalisation politique. Parce que dans les politiques publiques, c'est un peu ça, c'est dire quel est le contenu d'une politique, et partant du contenu de la politique, plutôt que de messages, une sorte de l'offre politique, plutôt que simplement des comportements, des attitudes qui ne sont pas des actes de pensée ni d'action, mais qui sont des actes de réaction, et donc qui ne portent pas un message politique. Ah oui. Alors, Michel, est-ce que pour les États-Unis, il y a un enjeu entre Trump et Kamala Harris? Est-ce qu'au fond, tu avais l'air de penser tout à l'heure qu'il n'y avait pas de grands changements sur la société américaine, que ce soit l'un ou l'autre, qu'au total, finalement, les grandes préoccupations ne dépendent pas vraiment du chef du pays, mais surtout des États, au fond, qu'il n'y a pas forcément de grands changements. Que le changement, il serait surtout international. Et est-ce que tu ressens les choses comme ça? Et ça veut dire que, en effet, sur Kamala Harris, quand Obama a été élu, les Africains ont considéré que c'était un Africain qui était élu, les Européens ont considéré que c'était un Européen qui était élu, et très vite on s'est aperçu que c'est un Américain et qui a défendu plutôt le Pacifique que l'Atlantique. Donc, est-ce qu'on n'est pas... Et Clinton était comme ça. Est-ce qu'avec Kamala Harris, finalement, elle est conforme à notre nomenclatura politique? Et dire Kamala Harris, c'est finalement une bonne position française, mais au fond, elle va nous envoyer du sucre pour nous apaiser, mais au total, les entreprises américaines, le dollar, tout ça, l'extraterritorialité des lois, vous travaillez comme Total avec les États-Unis, donc vous pouvez vous retirer de l'Iran, un certain nombre de sujets de cette nature. Donc il y a chez Kamala Harris cette position un peu d'être une forme de sucrerie qui calme un peu l'Occident, mais qui reste dans la compétition très 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 forte. Donc dans le cas où il n'y aurait pas d'enjeu véritable entre Trump et Kamala Harris sur le plan américain, il y a peut-être une position européenne à prendre qui serait une position un peu moins sévère sur Trump. Oui, alors d'abord, Kamala Harris, c'est assez compliqué puisque, comme on le sait tous, il n'y a pas eu de campagne de primaire du Parti démocrate et donc son programme reste encore à être connu. Alors, on peut penser que ce ne serait pas grandement différent de ce qui s'est fait, mais c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment quel est le fond, qu'est-ce qu'il y a derrière Kamala Harris. Après, il y aura forcément une différence entre l'un et l'autre, mais je remaintiens que les fondamentaux américains, c'est-à-dire la résilience, le travail, la recherche du progrès pour soi-même et puis après pour les autres, si vous voulez, seront toujours là. Pour nous Européens, et au risque de me répéter, je ne pense pas que le fait d'être mis en face de nos insuffisances et de nos responsabilités soit une mauvaise chose. Alors je ne suis pas forcément ici pour porter la parole de M. Trump. Je te rappelle, Jean-Pierre, que dans ma famille américaine, nous avons beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques qui sont des élus démocrates. Mais c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, ce qui est intéressant dans cette élection, c'est de voir quels vont être pour nous les enjeux. Et je pense que le fait d'être mis devant ses responsabilités n'est pas mauvais. Il n'y a pas de fatalité, de raison pour que dans un conflit européen, ce soit
les Américains qui viennent soutenir celui que les Européens veulent soutenir, en l'occurrence l'Ukraine. C'est aussi à nous à prendre notre part des choses et puis à faire ce qu'il faut. Alors c'est vrai qu'il y a du travail à faire. Dans le cas de notre pays, il y a beaucoup de choses à faire. On peut aussi quand même s'inspirer des États-Unis, regarder un petit peu ce qu'ils ont fait, en prendre ce qu'il y a de mieux, et puis essayer de faire évoluer vers un peu plus de courage nos décisions dans le sens qui nous permettent d'avoir nous-mêmes notre propre autonomie. Petite remarque personnelle, quand tu parles des primaires, là je pense que vraiment les États-Unis n'ont pas été un bon modèle pour nous, parce que nous avons tué l'UMP par des primaires. En un seul dimanche, on a tué un ancien président de la République et 2 anciens premiers ministres. À gauche, c'était pareil. Donc les partis politiques ont été terriblement affaiblis par le processus de primaire. Fort heureusement, nous avons quand même des anciens premiers ministres de grand talent. Hein, et tu en fais la démonstration. Et je vous demande d'applaudir Jean-Pierre Raffarin. Aux États-Unis aussi, ça. Oui, pour les États-Unis aussi, je pense que c'est quand même le processus des primaires a été quelque chose sur lequel il faut réfléchir, parce qu'au fond, ça nous a quand même considérablement affaiblis. Alors, Madame le professeur, est-ce que aujourd'hui on peut espérer que la société américaine ne dérive pas dans la violence, dans les inégalités, finalement dans cette réponse politique qu'est la radicalité? Est-ce qu'il y a un espoir, au fond, de voir les valeurs? Parce que c'est vrai qu'il y a un état de droit, c'est vrai qu'il y a une presse qui est libre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de forces qui sont des forces essentielles de nos valeurs, mais en même temps, on voit le wokisme, on voit un certain nombre d'évolutions. Est-ce qu'on a un espoir que les États-Unis ne vont pas dériver dans une société brutale qui, finalement, exporte un peu partout dans le monde cette brutalité? Alors, sans aucun doute, les États-Unis sont une société violente. On l'a vu avec la statistique sur les armes à feu. Donc, il y a cette violence physique. On peut parler de violence sociale aussi, hein, vous avez raison. Certains vous diront, oui, il n'y a pas autant d'État-providence ou de filets de sécurité qu'en Europe, mais c'est ça qui pousse, c'est ça qui permet l'innovation, la prise de risque. C'est un vrai débat philosophique. Hein. On parle aux États-Unis, surtout les gens de droite, quand ils critiquent les démocrates, quand ils en ont fait Obamacare, par exemple, ils parlent de nanny state, l'État nounou. L'État nounou peut amener à endormir la population ou à habituer la population, c'est très français, à se tourner vers l'État dès qu'il y a un problème ou une frustration. On peut avoir une sorte d'extrême dans cette vision des choses-là en Europe, et aux États-Unis, une autre extrémité. Donc voilà, il faut nuancer. Moi, ce que je pense, ce qui me frappe aussi, c'est que dans les statistiques de la société elle est violente sur le plan économique, parce qu'elle est aussi très endettée. Les chiffres étaient assez époustouflants là aussi. Je me pose la question si à terme, il va y avoir une sorte et le trumpisme peut aussi être vu comme ça. Les États-Unis, c'est l'empire, mais l'empire, ça coûte cher. Donc c'est le coût de l'empire, le coût COUT. Et tout ça, c'est lié aussi à la violence militaire, pour revenir à votre question, parce que je crois que par plein d'aspects, ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, c'est les conséquences à moyen terme de la guerre en Irak, en fait. On est 20 ans plus tard, et elle a été très mal digérée par les États-Unis. Elle a coûté très cher. Les États-Unis en particulier, alors là, pour le coup, c'est ce sur lequel je travaille, le Parti républicain qui a poussé à cette guerre, n'a pas fait son devoir d'inventaire, en fait. Ou Biden aussi, quelque part, les démocrates, il y a 3 ans, quand ils sont partis de Kaboul, on est parti quasiment du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on a expliqué à l'opinion publique américaine de pourquoi on partait, comment on partait, qui avait décidé, qui avait négocié, pourquoi on a dépensé des centaines de milliards de dollars pour créer cet État non taliban, et qu'en 48 heures, les talibans ont repris le pouvoir quand les Américains sont partis de Kaboul, avec des milliers de morts américains. Bon, donc ça a été un choc pour la population, parce qu'on ne se rend pas compte ici. Il y a aussi une statistique sur le nombre de soldats qui sont dans le monde entier. Mais beaucoup plus qu'en France, aux États-Unis, tout le monde connaît un soldat. Tout le monde a un fils, un cousin, un voisin ou une voisine
ou une fille qui est dans l'armée. Donc ces gens-là sont revenus d'Irak, on n'en parle pas. Le seul qui en parle là aussi, c'est Trump. Voilà, il occupe le terrain quand les autres n'osent pas y aller. Et lui, sa réponse, elle n'est pas nécessairement très satisfaisante, mais ça va être le repli sur soi et l'isolationnisme. America first, comme vous le disiez. Ça, c'est un long débat dans l'histoire des États-Unis. Sauf que là, il n'y a pas eu de débat. On ne s'est pas mis autour d'une table pour dire bon, alors, est-ce qu'on a besoin encore de 50 000 soldats en Allemagne? Oui ou non? Qui paye ça? Est-ce qu'on pourrait utiliser cet argent pour construire des logements, faire des prêts étudiants, construire des crèches? Bon, personne n'en parle. Donc, Trump, il arrive avec ses gros sabots et lui dit aussi, en fait, America first. Et ça, c'est aussi, je reviens à cette idée de violence qui est centrale, je suis d'accord, ça peut être précurseur de tension. Je sais qu'on en reparlera cet après-midi, donc je ne m'attarderai pas. Mais imaginons que Trump gagne en novembre et que, comme il le dit de manière de plus en plus explicite, il décide de quitter l'OTAN dans son second mandat. Moi, je me demande comment réagirait l'armée aux États-Unis. Parce qu'on voit que l'armée est en train de devenir une sorte d'enjeu politique. Par exemple, le 6 janvier 2021. J'y reviens, cette insurrection, cette tentative d'insurrection, elle est centrale. Si l'armée, le 6 janvier 2021, avait soutenu les insurrectionnistes, plutôt que d'aller, dans l'après-midi, les arrêter et mettre fin à tout ça, Trump aurait voulu ça, en fait. Trump, on le sait après coup, a eu de très mauvaises, des relations exécrables avec le chef d'état-major, le général Milley, qui a dit qu'il était fou. L'armée n'est pas censée, le chef d'état-major n'est pas censé dire le chef des armées est fou. Donc c'est le sommet de l'iceberg, mais on voit bien qu'il y a eu des tensions et que l'armée des États-Unis, elle, je pense, le leadership militaire, enfin il y a des gens qui le savent bien mieux que moi, n'a pas envie de quitter l'OTAN. Donc est-ce que l'armée suivrait ce repli militaire et ce retrait de l'Ukraine? Elle serait obligée en démocratie, mais des tensions entre le leadership civil et le leadership militaire, personne ne peut le souhaiter. Merci. Un mot, Jean-Claude. Oui, c'est là où la démocratie fonctionne aux États-Unis, parce que le président des États-Unis reste malgré tout très, entre guillemets, sous contrôle. C'est-à-dire que même à la Maison-Blanche, il y a un conseiller juridique qui dit au président de manière très officielle « Monsieur le Président, en droit, vous ne pouvez pas », et il demeure comptable. Et on sait que le président Trump a même failli changer de conseiller juridique la nuit où il y a eu les événements du 6 janvier, parce qu'effectivement, le conseiller en charge lui disait « Vous ne pouvez pas ». Il a une limite de pouvoir qu'on ne connaît pas, par exemple, en France. Oui, et puis moi je rappelle quand même que il ne faut quand même pas jouer à se faire peur. Hein. Depuis 250 ans, les États-Unis sont probablement le seul exemple de démocratie au monde dans la continuité qui existe dans les grands pays. Moi, je n'en connais pas d'autres. Hein. On ne peut pas en dire autant ni de la France, ni de l'Allemagne, ni de l'Italie, ni de beaucoup de pays qui sont des vieilles démocraties. C'est pour ça que le 6 janvier n'en devient que plus paroxystique. Parce que c'est une tellement grosse anomalie qu'on se pose la question, est-ce que c'est un événement unique ou est-ce qu'il peut se répéter? J'espère que non. Oui, on va avoir cette réponse le 5 novembre, mais ce qui est quand même très important dans ce que vous dites là, c'est qu'au fond, on voit bien qu'il faut séparer, quand on approche les États-Unis aujourd'hui, dans cette situation qui est la nôtre aujourd'hui, de la société américaine, son évolution et le rôle des États-Unis dans le monde, où au fond, on voit qu'on peut avoir des approches qui sont un peu différentes dans la mesure où nous avons besoin, nous, Européens, aujourd'hui d'un sursaut européen, puisqu'on le voit bien que nous risquons d'être pris dans une tenaille qui est une tenaille entre la Chine et les États-Unis, que ces deux grandes puissances aujourd'hui qui construisent des réseaux, d'un côté les BRICS, de l'autre côté un G7 élargi, on voit une mobilisation se faire dans le monde, et que le continent européen, notamment avec cette guerre en Ukraine, est aujourd'hui extrêmement fragilisé, et que se pose la question d'aujourd'hui, est-ce que les États-Unis, nouvelle version post-5 novembre, est-ce que les États-Unis vont être un facteur du sursaut européen ou au contraire être une situation où finalement on va continuer dans une forme d'impuissance, c'est-à-dire un monde qui ne sera pas un monde tripolaire, mais un monde d'abord bipolaire. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat.